Prenons par exemple le son et l'image. Nous entendons des sons et nous voyons des formes. Des voitures, des gens, des arbres, des formes. Le son, à ce moment-là, quand cette reconnaissance a lieu, se produit sur un arrière-plan de silence. Et l'opacité des gens, du monde terrestre, se produit sur cet arrière-fond de transparence. Mais il n'y a pas un choix. Ça se dit simultanément. Et à ce moment-là, c'est extrêmement libérant. Il n'y a aucun enfermement. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire... Est-ce que c'est un rapport avec ce que... Oui. Alors, prenons cette métaphore-là. Prenons la métaphore du son et du silence. C'est une bonne façon d'illustrer l'erreur dans laquelle on pourrait tomber. C'est une très bonne métaphore. Alors, mais elle est dangereuse parce que par un espèce de réflexe intellectuel, on va tendre à opposer le son et le silence. D'accord. Et le fond silencieux. Et donc, dès l'instant où on va les opposer, on va se placer soi-même en position de choisir, devant un devoir qui est celui de choisir, d'opter, soit pour le son, soit pour le silence. L'intuition première, qui est une complémentarité du son et du silence, va être perdue. Parce qu'on va dire, ah, moi je suis pour le silence, ah, moi je suis pour le son. Et il n'y a pas à être pour le son, pour le silence, il y a à être pour les deux à la fois, à comprendre que, ce qu'il faut comprendre, c'est que cela s'apparente beaucoup plus à un mécanisme vivant qu'autre chose, que nous sommes devant une espèce de moteur, et que l'on ne doit en aucun cas s'en prendre à l'un des deux rouages principaux du moteur. Mais on peut ajouter ceci là, dans cette métaphore qui est très intéressante. Il y a le son, une forme, et puis il y a le silence, ou le fond silencieux sur lequel se détache le son. Encore que ce que je dis après, mais où c'est reconnu, je ne fais pas ce détachement. Oui, voilà, c'est vu comme une unité. Mais c'est vu comme une unité. Ce que je crois que bon, alors comment se relie la question intellectuelle qu'on se pose, mais qui est légitime, c'est comment se relie le son et le silence. Et est-ce que nous parlons en fait, je crois que ce qu'on appelle silence, c'est la vérité du son. C'est ça. C'est là, voilà, c'est le son. En fait, le son existe on peut dire, le son existe sous deux états. Il existe sous l'état sonore, et le silence, c'est l'autre rivage du son. Mais il serait extraordinairement dangereux et imprudent de déduire qu'il n'y a pas de son dans le silence. Mais en fait, ce silence est la vérité du son. Hein. Et donc là, il y a complémentarité. On peut suivre le fil. Et ce n'est donc pas du tout deux termes antinomiques ou contraires ou même opposés. Hein. Là, on voit très bien. Et ça donne aussi, c'est peut-être cette impression d'immuabilité, mais qui est en même temps dynamique. Oui. C'est encore, je regrette que je fais encore l'opposition. Non, mais on ne peut pas. Je ne dis pas du tout on a tout à fait le droit d'utiliser des termes contraires. Hein. Les contraires existent, et ils existent dans leur spécificité, simplement ils ne s'excluent pas. C'est ça l'idée, il faudrait faire passer. Il ne s'agit pas de nier les contraires, ça serait une absurdité, ça serait très dangereux. Il s'agit de comprendre que la relation qu'on établit habituellement entre les contraires, qui est l'exclusion, ne prévaut pas dans le monde de l'intériorité profonde, ou le monde de la vie profonde. La relation est d'un autre type. Alors, parler du son, de la relation, il y a la métaphore du son et du silence, et puis, mais c'est une même chose que de parler du triangle. Pour que le triangle soit, il faut qu'il ait trois côtés. Je veux dire, ça semble une évidence tellement simple que on pourrait se passer de l'énoncer, mais enfin, on l'énonce tout de même. Pour que le triangle soit, il faut qu'il ait trois côtés. Donc, il faut qu'il entre dans la détermination. Bon, alors, bien. Mais ça, c'est la première condition de l'existence du triangle. Bien sûr que c'est une métaphore, je parle de moi. Hein. Bon, là, je parle du principe moi, du principe conscience.
Pour que le triangle soit, il faut qu'il ait trois côtés. Ça, c'est la première condition. Donc, l'entrée dans la détermination, c'est une condition nécessaire de l'accès à l'être. Mais ce n'est pas la condition suffisante. Il y a une deuxième condition. Il faut que le triangle s'élève hors de lui-même, hors de ses trois côtés, dans le non-triangle pur, mais en prenant la précaution de s'emmener avec lui-même, d'emmener ses trois côtés avec lui-même, tendrement comme une mère emmènerait dans un lieu mystérieux son enfant dans ses bras. Donc voilà le triangle. Ceci n'est pas rationnel ni rationalisable, mais ça peut être compris intuitivement. Voici le triangle faisant l'ascension de lui-même, émergeant de lui-même, donc entrant dans la dimension de l'indéterminé absolu, mais en emmenant avec soi ses trois côtés. Et c'est à ce moment précis que le principe triangulaire va naître. Et alors, ceci paraît, c'est pas possible, ce n'est pas rationnel. Non, c'est pas rationnel. Mais c'est la meilleure description que l'on puisse faire de ce qui se passe quand un homme s'éveille, ou quand un homme entre en collision avec lui-même et que naît cette fabuleuse étincelle de conscience infinie. C'est cela.